Bonjour à tous, merci de nous rejoindre en direct de la salle des conférences du Sénat pour suivre la séance des questions d'actualité au gouvernement. Une séance dominée aujourd'hui par des interpellations sur les transports aériens. Deux questions, une du sénateur UMP Roger Karoutchi et puis une autre de la sénatrice communiste Annie David, présidente de la commission des affaires sociales ici au Sénat. Également deux questions cet après-midi sur les collectivités territoriales et notamment le problème de financement des collectivités territoriales. C'est notamment la ministre du Budget Valérie Pécresse qui répondra à la première question. Et puis sinon, les thématiques abordées cet après-midi tournent autour des scandales sanitaires, notamment les prothèses mammaires, la précarité énergétique ou encore la situation financière de la Grèce. Vous le voyez sur ces images, le président du Sénat, Jean-Pierre Bel, se dirige vers l'hémicycle du Sénat. Il va présider cette séance des questions d'actualité au gouvernement qui va donc démarrer d'ici une minute ou deux. Une grande partie des membres du gouvernement est bien sûr présent dans l'hémicycle cet après-midi pour répondre aux interpellations des sénateurs. Parmi les autres thèmes abordés également aujourd'hui, eh bien une question du sénateur UMP de Paris, Philippe Dominati, sur l'immobilier à Paris. Louis Pinton, le sénateur UMP, lui interpellera le gouvernement sur la SNCF. Et puis enfin, le sénateur non inscrit Philippe Darniche posera une question sur le plan Alzheimer. Voilà, je vous propose tout de suite de rejoindre donc l'hémicycle pour suivre en direct cette séance. On se retrouve bien sûr ici après avec nos invités, des ministres, des sénateurs, pour débattre de toutes ces questions d'actualité. À tout à l'heure. Sa réponse dispose chacun de 2 minutes 30. La parole est à Monsieur Gilbert Barbier pour le groupe du Rassemblement démocratique social européen. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Messieurs les ministres, Mesdames, ma question s'adresse à Monsieur le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Santé. Mediator, prothèse PIP, médicaments périmés de Génopharm, implant auditif de Neurelec, substitut à l'acide hyaluronique, chaque semaine révèle un nouveau scandale de malversation, de tromperie, voire d'escroquerie dans le domaine de la santé. Et ce sont des laboratoires français qui sont en cause dans un secteur industriel considéré comme florissant. Bien sûr, ces affaires font l'objet d'enquêtes judiciaires qui démontreront les exactes responsabilités. Cependant, elles relèvent, sinon une défaillance, à tout le moins une grave insuffisance dans les organismes publics de contrôle. Plusieurs missions parlementaires, et notamment celle que j'ai présidée en 2006, l'ont déjà souligné, que ce soit dans le processus de mise sur le marché, sur le rôle du CEPS pour les matériels de soins ou de diagnostic, que ce soit le système de surveillance en cours d'usage, sur la suite des fabrications et l'origine des matières premières. Avec la multiplicité des intervenants, on ne sait qui fait quoi, qui prend les décisions, lesquelles sont souvent prises, tardivement d'ailleurs, par rapport à d'autres pays. Sans rappeler l'affaire du Mediator, comment comprendre que les prothèses frauduleuses PIP aient été retirées du marché seulement en 2010, alors que dès 1996, les pratiques de cette société ont interpellé les autorités? Tout ceci provoque des suspicions sur les responsables, l'inquiétude justifiée de nos concitoyens et jette l'opprobre sur le produit en France. J'ai personnellement toujours considéré que cette dilution des responsabilités était préjudiciable à la sécurité sanitaire et j'avais proposé en son temps de regrouper tout ça en une seule agence. Je sais que ce n'est pas le sentiment du ministre, soit, mais peut-on me faire le point sur les réformes prévues pour redresser un système défaillant et restaurer la crédibilité des autorités sanitaires à tous les niveaux? Si nous n'y prenons garde, demain, il pourrait y avoir d'autres scandales, notamment sur les produits diététiques, en vente libre, par exemple, sans une AMM. Il nous faut à l'évidence plus de déontologie et de rigueur dans les procédures pour que nos concitoyens retrouvent confiance dans notre système de santé. Merci. Pour vous répondre, la parole est à Madame Nora Berra, secrétaire d'État à la Santé.
Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Barbier, je vous remercie de me donner l'opportunité de faire le point sur les mesures que nous avons prises face au drame sanitaire récent. C'est vrai que le scandale du Mediator a révélé la nécessité de réformer notre système de sécurité sanitaire avec un seul objectif ultime, c'est effectivement renforcer, restaurer la confiance. Dans cet objectif, la méthode, vous la connaissez, des missions parlementaires, des assises du médicament, la mission d'inspection qui avait été confiée à l'inspection générale des affaires sociales. Et tous ces travaux ont conduit à des propositions concrètes qui ont fait le socle, en tout cas, de la loi du 29 décembre 2011. Rien ne sera plus comme avant. Il y a un avant et un après Mediator, puisque cette loi a permis d'avancer sur 3 piliers majeurs. La lutte contre les conflits d'intérêts, avec une transparence dans les décisions, le doute qui bénéficie systématiquement aux patients, et enfin des professionnels de santé bien formés et des patients surtout bien informés. Les changements sont profonds. Ils sont profonds parce qu'ils permettent aujourd'hui de concilier la sécurité des patients et l'accès à l'innovation thérapeutique. S'agissant des PIP, je voudrais quand même dire un mot. C'est vrai qu'il faut le dire, le dossier date d'avant la loi du 29 décembre 2011 et je crois que c'est très important à noter. L'enquête que nous avons commandée avec Xavier Bertrand, qui a été menée par la Direction générale de la santé et l'Agence du médicament, a mis en évidence une tromperie de grande ampleur du fabricant. C'est pourquoi nous avons pris avec Xavier Bertrand des mesures pour encadrer les dispositifs médicaux, d'abord au niveau national, en généralisant les inspections contrôles, en les rendant plus inopinées, plus systématiques, et puis en facilitant, en rendant plus facile, plus accessible, plus rapide la remontée des effets indésirables, en tout cas des effets effectivement non attendus. Au niveau européen, il faut là aussi agir. Pour cela, nous nous sommes concertés avec nos collègues ministres européens et nous avons saisi la Commission européenne pour accélérer la révision de la directive sur les dispositifs médicaux. Vous le voyez, Monsieur le Sénateur, la mobilisation du gouvernement est entière pour prendre toutes les mesures visant à préserver la confiance de nos concitoyens dans notre système de sécurité des produits de santé. Merci. La parole est à Monsieur Roger Carucci pour le groupe Union pour un mouvement populaire. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, ma question s'adresse à Monsieur Mariani, ministre des Transports. Elle est en fait à double facette, mais c'est évidemment le même problème. Le droit de grève, Monsieur le ministre, est un droit constitutionnel qu'absolument personne ne remet en cause. Mais la liberté de circulation, la liberté d'information, le souci commun, j'en suis sûr, dans tous les bancs de cet hémicycle, des voyageurs, de ceux qui se déplacent, des familles, de ceux qui travaillent, de ceux qui vont vers les aéroports, c'est un souci important. Qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons qu'au niveau aérien, au-delà du droit de grève, il y a ce que l'on appelle gentiment en ce moment les annulations à froid. Et puis il y a les annulations à chaud. La différence subtile, c'est que les annulations à froid, c'est quand les gens ont organisé, que l'on sait quels sont les vols annulés. Et les annulations à chaud, c'est le matin, vous arrivez à l'aéroport avec votre famille ou pour aller travailler et on vous annonce, hier soir on vous a dit que le vol était maintenu, ce matin l'équipage n'a pas voulu, donc vous restez là. Est-ce que cette situation peut durer, Monsieur le Ministre? Naturellement non. Il ne s'agit pas d'encadrer ou de limiter le droit de grève, il s'agit seulement d'organiser et de faire en sorte que ceux qui ont légitimement le droit de grève disent qu'ils font grève de manière à ce que le service aérien soit organisé. Il est inacceptable, sincèrement, que ce soit pour des déplacements privés des familles ou pour les déplacements professionnels de ceux qui travaillent, d'apprendre en arrivant à l'aéroport que l'avion est annulé. C'est un système qui n'est pas acceptable et nous aurons la semaine prochaine un débat ici même sur la proposition de loi d'Éric Diard. Je précise d'ailleurs qu'il ne s'agit pas, contrairement à la RATP et à la SNCF, d'un service minimum, mais bien de l'organisation d'un service. Je vous demande, Monsieur le Ministre, puisque vous recevez demain les syndicats, de nous dire
qu'est-ce que vous prévoyez de leur dire? Est-ce que, naturellement, nous soutenons ce texte qui tend à organiser en ayant une déclaration 48 heures à l'avance? Deuxième élément, il me reste 15 secondes. Air France dit on perd 10 millions d'euros par jour. Air France a mis en place un plan de rééquilibrage financier d'1 milliard d'euros. Monsieur le ministre, au-delà des 10 millions d'euros par jour d'Air France, compagnie qui va finir par être menacée dans son existence, est-ce qu'il n'y a pas aussi des conséquences économiques pour l'ensemble du pays? Et ces conséquences sont-elles estimées aujourd'hui? Monsieur le ministre, merci de vos réponses. Merci. Monsieur Thierry Mariani, ministre chargé des Transports. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Roger Karoutchi, la réponse est simple. Est-ce que le gouvernement entend soutenir et continuer à soutenir cette proposition de loi? La réponse est oui. La grève qui agite les transports aériens depuis 4 jours, vous le savez, a pour origine la proposition de loi d'Éric Diard qui a été examinée à l'Assemblée nationale le 24 janvier dernier et que vous examinerez dans cet hémicycle le 15 février prochain. Le résultat concret de cette grève, Monsieur Karoutchi, avec des pilotes qui ne prennent pas leur service, des annulations comme vous l'avez décrit à chaud, des passagers hébergés le soir dans des hôtels, eh bien le résultat est justement de conforter le gouvernement dans sa détermination à soutenir cette loi qui plus que jamais apparaît nécessaire. Je le répète, cette proposition de loi vise à permettre une meilleure organisation des transports aériens en cas de grève de l'une ou l'autre des catégories de salariés impliqués dans la réalisation d'un vol. En imposant un préavis individuel de 48 heures, elle répond à cet objectif puisque ce délai permettra effectivement aux gestionnaires aéroportuaires et aux compagnies aériennes de s'organiser. C'est toute la notion de service garanti. Elle apporte aussi davantage de garanties au plan social en imposant la négociation préalable d'accords cadres, à l'instar de ce qui se fait avec succès dans le secteur ferroviaire depuis 2007. Les députés le savent pour en avoir débattu il y a 15 jours et vous pourrez en juger vous-même la semaine prochaine. Cette loi, je le dis et je le répète, ne concerne pas le droit de grève, elle touche simplement à l'organisation des transports en cas de conflit. Quant à Air France, la situation est la suivante. Les pilotes sont quasiment les seuls à faire grève et Air France est quasiment la seule compagnie aujourd'hui touchée. Elle a fortement réduit ses programmes de vol durant ces 4 jours. Et aujourd'hui cette transformation de l'entreprise en réduisant aussi les impacts des différents conflits sociaux sur cette situation financière. Merci. Merci. La parole est à Monsieur Vincent Capo-Canella pour le groupe de l'Union centriste et républicaine. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, ma question s'adresse à Madame le ministre du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l'État. Madame le ministre, le gouvernement a confirmé hier que l'exécution du budget pour l'année 2011 établissait un déficit de 90,8 milliards d'euros contre 148,8 milliards pour l'année 2010. Cette bonne nouvelle sur le front des déficits et de la lutte contre la dérive des finances publiques mérite d'être saluée. Pour autant, nous mesurons tout le chemin qui reste à accomplir. Si ce bon résultat permet de situer le déficit à la hauteur de 5,4% du produit intérieur brut, contre 5,7% attendu, nous savons combien les efforts qui restent à accomplir doivent être au cœur de la stratégie de l'État dans les prochaines années. La Cour des comptes a publié hier son rapport annuel, lequel rappelle l'importance de la lutte contre les déficits. Ces recommandations sont basées sur la précédente estimation du déficit. On sait que depuis, ce chiffre a été revu à la baisse. Pour autant, la Cour souligne l'objectif à atteindre. Revenir au niveau de la moyenne de la zone euro, estimée à 3,7% du PIB, puis parvenir à un étiage de déficit se situant à 2,5% afin de réduire notre endettement.
La Cour des comptes souligne certes l'ambition du gouvernement qui veut réduire fortement le déficit en 2012, mais elle invite à de nouvelles mesures de redressement compte tenu du ralentissement économique prévu. Madame le ministre, le budget 2012 et le collectif budgétaire adopté hier en Conseil des ministres permettent-ils de répondre à cet objectif? Et pour l'avenir, comment répartir équitablement l'effort entre les différentes administrations, les comptes sociaux et les collectivités locales? Monsieur le Président de la République réunit demain les associations d'élus locaux pour évoquer l'effort financier attendu de la part des collectivités locales. Une telle perspective suppose un moratoire sur l'avalanche de normes diverses, fort coûteuses, que les collectivités subissent. La préoccupation première des collectivités aujourd'hui est la recherche de financement pour leurs programmes d'investissement. L'assèchement du marché des prêts aux collectivités locales appelle également des mesures immédiates et une décision quant à la création d'un nouvel établissement issu de la Banque postale et de la Caisse des dépôts. Madame le ministre, pouvez-vous nous éclairer sur les mesures envisagées pour assurer la poursuite de la lutte contre les déficits au regard des résultats obtenus en 2011 comme des recommandations de la Cour des comptes? Pouvez-vous enfin confirmer devant le Sénat la volonté du gouvernement de répondre à un objectif de justice dans la répartition de ces efforts, en particulier en direction des collectivités locales? Merci. Madame Valérie Pécresse, ministre du Budget, des Comptes publics, de la Réforme de l'État. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Vincent Capo-Canellas, vous soulignez à juste titre la bonne gestion qui a été celle du gouvernement en 2011, puisque nous venons d'avoir les résultats de l'exécution budgétaire pour l'année 2011 et je crois que pratiquement jamais depuis 1945 nous n'avons fait d'une année sur l'autre un effort aussi conséquent en matière de réduction des déficits. Vous l'avez dit, 48 milliards d'euros de baisse des déficits publics en un an, c'est spectaculaire et c'est beaucoup mieux que prévu puisque nous nous étions engagés à baisser le déficit à 5,7% de la richesse nationale. Il sera à 5,4, peut-être même encore en dessous. Nous attendons les chiffres définitifs des collectivités locales et des administrations de sécurité sociale. Alors, ces bons résultats sont dus à quoi, Monsieur le Sénateur? Ils sont dus à notre constance à réduire les dépenses publiques, à notre bonne gestion et en même temps aux efforts de redressement qui ont été demandés par le Premier ministre aux Français en cours d'année 2011. Alors, ce que je veux dire aujourd'hui aux Français, c'est que leurs efforts portent leurs fruits puisque nous sommes en mesure de tenir nos engagements de déficit pour 2011 et que nous prenons de l'élan pour 2012 parce qu'évidemment avec 3,6 milliards de bonnes nouvelles qui sont reportables sur 2012, nous n'avons jamais été aussi crédibles pour tenir nos engagements 2012. Et je sais que la Cour des comptes était inquiète hier, mais elle se fondait sur des prévisions de croissance 2012 de 1%, qui viennent d'être révisées par le gouvernement à 0,5. Elle se fondait sur un déficit 2011 à 5,7%, qui a été révisé hier à en dessous de 5,4%. Donc les nouvelles, vous le voyez, sont bonnes. Nous avons des marges de manœuvre et de sécurité dans le budget 2012, 6 milliards d'euros de réserves de précaution qui seront mobilisées dans le cadre du collectif pour sécuriser notre trajectoire et nos engagements. Alors oui, ce gouvernement tient ses engagements, mais il faudra aller beaucoup plus loin et la Cour des comptes nous l'a rappelé hier. Il faudra retourner à l'équilibre budgétaire. L'équilibre budgétaire, c'est 115 milliards d'euros d'efforts qui seront demandés à la nation. Il faut, et c'est l'engagement du gouvernement, 2 tiers de réduction de dépenses, 1 tiers de nouvelles recettes. C'est notre engagement. J'espère que ce sera celui de tous les candidats à l'élection présidentielle. Merci. La parole est à Monsieur Michel Berson pour le groupe socialiste et apparenté. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, je voudrais interpeller le ministre chargé de l'énergie. La France connaît une vague de grand froid qui met en lumière la situation noire de la pauvreté. Nous avons tous conscience du drame que vivent les personnes sans domicile fixe, comme en témoigne le décès de cette femme morte de froid le week-end dernier. Mais sait-on que 3 800 000 ménages sont aujourd'hui victimes de précarité énergétique, que 620 000 familles les plus démunies éprouvent doublement des difficultés pour se chauffer et pour payer leurs factures d'énergie, parce qu'elles cumulent contraintes financières et habitations mal isolées.
Elles doivent dès lors choisir ou se chauffer au risque d'impayé ou avoir froid au détriment de leur santé. En France, en 2012, dans notre République, c'est insupportable. D'autant plus insupportable que les Français les plus pauvres n'en peuvent plus d'attendre les mesures du gouvernement qui leur permettraient de bénéficier d'un véritable bouclier social, d'un véritable même bouclier énergétique. Le dispositif actuel du tarif de première nécessité a fait la preuve de son inefficacité et de son insuffisance. 95 € de réduction sur une facture annuelle de chauffage électrique de 1 600 €. C'est dérisoire. 650 000 bénéficiaires pour 2 millions d'éligibles. C'est un échec. Le tarif de première nécessité n'est accordé qu'au prix de démarches administratives dignes du parcours du combattant. Le gouvernement avait promis que ce tarif serait attribué de manière automatique le 1er janvier 2012. Le décret n'est toujours pas publié. Il fallut attendre les grands froids pour que soit annoncé que le décret serait rétroactif lors de sa publication. La vérité, c'est que le gouvernement reste sourd aux difficultés des ménages qui n'arrivent plus à payer leurs factures de gaz et d'électricité. Pourtant, l'énergie est un bien vital qui doit être accessible à tous. La précarité est une injustice qu'il faut combattre. Alors, Monsieur le Ministre, quand le gouvernement instaurera-t-il une tarification du gaz et de l'électricité progressive et différenciée selon les usages? Quand lancera-t-il un vrai plan national de renforcement de l'isolation thermique des logements? Quand mettra-t-il en place une politique qui réponde à l'urgence sociale de la précarité énergétique? Merci. Monsieur Pierre Lelouch, secrétaire d'État chargé du commerce extérieur. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Berson, aligner des contre-vérités ne fait pas une vérité. Le gouvernement a fait de la lutte contre la précarité énergétique, je vais le prouver, l'une des priorités de sa politique énergétique. Tout d'abord, nous assurons une énergie la moins chère possible à tous les Français grâce à la préservation de notre atout nucléaire. Et d'ailleurs, Monsieur Besson était aujourd'hui même avec le Président de la République à Fessenheim. C'est une énergie 40% moins chère qu'ailleurs en Europe. Sur le gaz, nous avons bloqué les tarifs en 2011. Nous avons limité la hausse à 4,4% au 1er janvier 2012, grâce notamment aux renégociations de contrats que nous avons demandées à GDF Suez. Pour le fioul et les carburants, nous assurons une transparence absolue des prix et des marges. Grâce à cette action, le marché français est l'un des plus concurrentiels en Europe et les marges y sont parmi les plus basses. Ensuite, nous traitons les situations d'urgence, j'y viens, Monsieur Berson, en aidant financièrement les ménages les plus modestes. Pour l'électricité, nous avons un tarif social revalorisé de 10 points l'an dernier. La réduction moyenne est de 90 € environ. Pour le gaz, ce gouvernement a mis en place un tarif social en 2008. Nous l'avons revalorisé de 20% en avril 2011 et nous venons de le revaloriser encore au 1er janvier. Pour un foyer chauffé au gaz, le rabais annuel est de 156 €. En électricité comme en gaz, nous avons par ailleurs automatisé l'attribution des tarifs sociaux au 1er janvier pour que les ménages qui ne pensent pas le demander en bénéficient quand même, c'est-à-dire près des 2/3 des 1,5 million de foyers concernés aujourd'hui. Par ailleurs, les coupures d'électricité et de gaz sont interdites pendant l'hiver pour les ménages en difficulté. Tout foyer qui éprouve des difficultés à régler ses fournisseurs d'énergie peut saisir le fonds de solidarité pour le logement en vue d'une aide. Tant que le fonds n'a pas statué, l'électricité et le gaz ne peuvent pas être coupés. De plus, électricité et gaz sont obligatoirement maintenus du 1er novembre au 15 avril pour tous les foyers ayant eu recours à l'aide du fonds de solidarité dans les 12 derniers mois. Nous menons enfin une action de long terme pour aider les ménages en difficulté à réduire durablement leurs factures. Pour cela, nous avons en particulier créé un fonds d'aide à la rénovation thermique des logements doté de 1,35 milliard €, dont 1,1 milliard financé par l'État.
Ce fonds bénéficie à plus de 300 000 foyers. Voilà, monsieur le sénateur, l'ensemble de ces actions qui ne correspondent pas du tout aux accusations que vous avez proférées. Voilà. Merci. La parole est à présent à monsieur André Gattolin pour le groupe écologiste. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, ma question s'adresse à Monsieur le ministre d'État et ministre des Affaires étrangères, Monsieur Alain Juppé. À l'heure où nous parlons, nous ignorons si un accord sera trouvé ce soir sur les conditions posées à la Grèce par le FMI, la BCE et la Commission européenne en vue de l'obtention d'une ligne de financement à ce pays d'éviter un défaut de paiement le 20 mars prochain. Parmi les principales exigences de cette fameuse Troïka, nous savons qu'après les différents plans d'austérité déjà engagés par la Grèce ces derniers mois, figure une baisse de 20% des salaires, une réduction de 15% des retraites complémentaires et une suppression de 15 000 emplois publics. Le tout dans un pays en récession depuis plus de 5 ans et dont le PIB devrait encore cette année connaître un recul d'environ 6%. Alors oui, les gouvernements grecs successifs ont de lourdes responsabilités dans cette situation. Oui, la société grecque doit se réformer et se moderniser. Ainsi, l'Église orthodoxe, première fortune de France, ne paie toujours pas d'impôts, de même que la plupart des grands armateurs grecs. La Grèce est aujourd'hui le pays d'Europe où les inégalités sociales sont les plus élevées. Et c'est précisément aux populations défavorisées et aux classes moyennes que nous demandons aujourd'hui de régler la facture. Les capitaux privés du pays ont déjà fui en masse vers l'Angleterre et surtout vers la Suisse au cours des derniers mois. Les banques suisses comptent ainsi 220 milliards d'euros détenus par des Grecs qui ne paient pas ou presque pas d'impôts dans leur pays. Et que nous propose la France et son allié allemand ? Des recettes façon FMI vieille école, celles-là même qui, dans les années 70, ont précipité nombre de démocraties dans le chaos et parfois même la dictature. Monsieur le ministre, il n'est nul besoin d'être prix Nobel d'économie pour savoir que la récession sans fin dans laquelle nous plongeons la Grèce par ces mesures ne lui permettra pas de voir son économie redémarrer et que nous nous dirigeons tout droit vers de nouveaux plans de sauvetage lors des prochaines échéances du remboursement de sa dette. L'Union européenne ne pourrait-elle pas, à l'instar de ce que vient d'obtenir les États-Unis, forcer les banques suisses à lever le secret bancaire pour que l'État grec puisse enfin réclamer et recouvrir son dû auprès d'une oligarchie nationale très peu soucieuse de l'intérêt général? Ce serait là un vrai signe de solidarité à l'égard de la population grecque, comme il serait un signe de considération et de courage politique que le sommet de notre diplomatie fasse enfin le voyage d'Athènes et aille expliquer sur place les raisons qui conduisent notre gouvernement à soutenir des mesures qui, aux yeux de l'opinion grecque, sont perçues comme aussi injustes qu'incompréhensibles. Merci. Monsieur Pierre Lelouch, secrétaire d'État chargé du commerce extérieur. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Gattolin, je voudrais d'abord excuser Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances qui ne peut pas être présent aujourd'hui. Concernant la situation grecque, le président de la République, Nicolas Sarkozy, et la chancelière Merkel ont rappelé sans ambiguïté à plusieurs reprises les scénarios qui sont en ce moment même sur la table. Je le redis avec beaucoup de solennité, les États membres de la zone euro sont déterminés à défendre la stabilité financière de la zone. Nous ferons preuve d'une très forte solidarité avec tous les membres de la zone euro. Nous l'avons rappelé à plusieurs reprises et nous y sommes engagés solennellement. Pour autant, cette solidarité n'a de sens que si elle s'accompagne d'un sursaut national en Grèce. La Grèce doit entreprendre des réformes structurelles profondes pour restaurer la compétitivité de son économie et la soutenabilité de ses finances publiques. Elle s'y est d'ailleurs engagée auprès de l'ensemble de ses partenaires publics comme privés. Elle doit maintenant respecter ses engagements. Je veux vous l'assurer, Monsieur le Sénateur, une solution ambitieuse et globale à la crise grecque est possible. Tous les paramètres sont désormais connus et les négociations avec le secteur privé devraient déboucher sur un accord tout prochainement. Les autorités grecques, le peuple grec, dont nous respectons naturellement la pleine et entière souveraineté, doivent décider quelle voie ils souhaitent désormais privilégier pour l'avenir de leur pays et ils devront s'y tenir. Il y a d'un côté la voie que nous préconisons, que préconisent tous les experts internationaux qui travaillent en ce moment même sur le dossier grec, c'est la voie des réformes structurelles profondes qui sont indispensables pour que l'économie grecque sorte renforcée de cette crise.
Mais il y a également la voie qui consisterait à rejeter la solidarité européenne et à refuser les réformes qui y sont associées. Et dans ce cas, ce serait une voie plus aventureuse. Mais si c'est la décision du peuple grec, je vous le répète encore une fois, nous respecterons ce choix comme nous respectons leur souveraineté. Je comprends que les négociations au sein du gouvernement grec progressent. Il est impératif qu'elles soient achevées avant l'Eurogroupe de ce soir et qu'un accord global soit conclu avec le groupe d'experts de la Commission européenne, du FMI et de la Banque centrale européenne. Merci. La parole est à Madame la Présidente Annie David pour le groupe communiste républicain et citoyen. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur Mariani, ministre en charge du transport. C'est par une proposition de loi déposée par vos députés UMP, proposition de loi qui vous permet d'ailleurs de contourner l'obligation légale de consulter les partenaires sociaux, que votre majorité et vous-même attaquez le droit de grève dans le secteur aérien privé. Nul doute qu'après les salariés de l'aérien, vous vous attaquerez à l'ensemble des salariés. Si cette proposition satisfait pleinement le MEDEF, elle bafoue notre Constitution, mais aussi notre droit du travail, car en effet, par cette simple proposition de loi d'affichage et à la veille de l'élection présidentielle, vous remettez frontalement en cause le principe constitutionnel du droit de grève. N'en déplaise à M. Sarkozy et à Mme Parisot, le droit de grève n'est pas un privilège. C'est au contraire l'un des piliers de notre République et de notre démocratie. Ce droit, acquis de haute lutte par les salariés, a permis la construction de notre modèle social dont vous osez vous revendiquer. Avec cette mesure, vous continuez à opposer nos concitoyens entre eux. Il n'y a pas d'un côté ceux qui devraient avoir un droit garanti de voyager et d'un autre des salariés en lutte pour défendre tout simplement leurs droits. Si les salariés se mobilisent, c'est pour leurs conditions de travail, pour des rémunérations décentes et pour le maintien de l'emploi. Ils se mobilisent en réalité dans l'intérêt de tous les salariés. Contrairement à l'idée que vous véhiculez, les salariés n'abusent pas du droit de grève. C'est leur seule défense face au mépris des employeurs et soyez certains que les salariés préfèrent toujours un bon accord à un mauvais conflit. Une grève qui coûte cher aux salariés. Ce n'est pas une partie de plaisir. Seuls ceux qui n'ont jamais fait grève peuvent penser cela. Contrairement à ce que vous laissez entendre, ce ne sont pas les salariés qui sont responsables des difficultés économiques d'Air France. Elles ne sont que le résultat de vos politiques continues de déréglementation, laissant le secteur aérien au profit des seuls actionnaires. La réalité, c'est que les usagers des RER, des trains, des métros ou de l'avion sont victimes d'une politique de casse du service public et certainement pas du droit de grève qui, rappelons-le, mes chers collègues, pour le transport parisien, ne concerne que 2% des difficultés de service. Monsieur le ministre, cessez les provocations destinées à satisfaire la frange la plus droitière de votre électorat. Allez-vous, avant de rencontrer les organisations syndicales, retirer cette proposition de loi de l'ordre du jour? Ce retrait serait pour le moins un préalable à de véritables négociations avec les organisations syndicales sur leurs conditions de travail et sur leur salaire. Merci. Monsieur Thierry Mariani, ministre chargé des Transports. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame David, vous m'interrogez finalement sur le même sujet qu'évoquait tout à l'heure le sénateur Roger Carucci, mais pardonnez-moi, avec une approche un peu différente et où j'ai beaucoup de mal à vous suivre. Tant franchement, ça s'apparente plus à une caricature qu'à une véritable question. Est-ce qu'il y aura négociation sociale? Est-ce qu'il y a consultation des syndicats? Votre collègue à l'Assemblée nationale, qui a été le rapporteur, a auditionné 28 personnes. Je tiens à votre disposition la liste de tous les syndicats, CFDT, CFTC, CGT, Force ouvrière, syndicat national des pilotes de ligne. 28 personnes ont été auditionnées, c'est quand même la moindre des choses. Donc ne parlez pas d'absence de concertation sociale. D'autre part, je suis quand même surpris qu'une sénatrice reproche à des parlementaires d'avoir eu un projet d'initiative parlementaire. Deuxièmement, est-ce que vous ne croyez pas là aussi que, je sais que le 1er avril approche, mais que vous êtes un peu dans la caricature quand vous dites qu'on est là, c'est un projet de loi pour satisfaire le MEDEF. C'est un projet de loi surtout pour faire en sorte que nos concitoyens ne soient plus pris en otage. C'est un projet de loi qui permet... Madame,
Vous viendrez avec moi expliquer ce soir, si vous voulez, s'il y a encore des passagers bloqués, que c'est génial ce droit de grève et que s'ils passent la nuit à Orly, s'ils passent la nuit à Roissy, c'est vraiment une grande conquête sociale. En réalité, c'est simplement ce projet de loi fait pour garantir aux passagers un minimum d'informations et arrêter de caricaturer en disant que le droit de grève est remis en cause. Grâce à notre majorité, depuis 2007, le service minimum existe dans le transport terrestre. Est-ce que le droit de grève n'existe plus à la SNCF? Est-ce que le droit de grève n'existe plus à la RATP? Eh bien, ce que nous allons faire, c'est exactement la même chose dans l'aérien, c'est-à-dire que le droit de grève, bien sûr, reste garanti. Simplement, cette période de 48 heures permettra aux passagers d'être informés. Voilà. Et puis, je crois qu'il faut arrêter un peu cette vision manichéenne d'une économie prolétarienne ou je ne sais quoi. J'ai vu que les trois candidats de l'ultra-gauche s'étaient déplacés pour soutenir les pilotes. C'était un grand moment de solidarité prolétarienne. Je dis simplement qu'il faut penser aussi aux passagers, qu'il faut, madame, aussi penser aux passagers qui sont aussi des travailleurs et qui ont aussi des droits. Merci. La parole est à monsieur Philippe Dominati pour le groupe Union pour un mouvement populaire. Monsieur le Président, ma question s'adresse à monsieur Michel Mercier, garde des Sceaux. Alcoolique, séropositif, n'est pas de nationalité française. Ancien SDF, ce sont des annotations qu'a constatées la CNIL dans le fichier du principal office HLM de France, celui de la ville de Paris, qui gère 125 000 foyers sociaux. Les premières plaintes ont commencé il y a un an, une centaine de familles, au mois de février il y a un an. Elles n'ont pas été entendues. En septembre de cette année, une seconde plainte a été émise. Des familles sont allées individuellement dans les commissariats parisiens faire des mains courantes. Et il a fallu que la CNIL, en 2 mois d'investigation, trouve les faits suffisamment graves pour rendre public, procédure exceptionnelle, son injonction de mettre fin à des pratiques dans 5 domaines qui mettent en cause l'atteinte à la dignité des droits les plus élémentaires de la vie privée. 1 an après les faits, seulement, le maire de Paris a déclenché d'abord une audit externe, réponse très efficace évidemment, chacun connaît le procédé, et d'autre part a demandé de mettre fin à ces pratiques. Il était temps. Pourtant, généralement, ce ne sont pas les donneurs de leçons, les moralistes autour de lui, qui sont avares de recommandations quelconques. Ce fichage massif automatisé sur un logiciel spécifique touche des milliers de familles, des familles les plus fragiles de la capitale. Si. On veut nous faire croire, monsieur le ministre, qu'il s'agit d'un simple dérapage administratif, alors que 340 gardiens d'immeubles peuvent avoir des informations et enrichir ce fichier sur diverses informations, qu'il s'agit d'un simple dérapage administratif. Ce ne sont pas eux qui ont commandé ce fichier, ce ne sont pas eux qui l'ont payé, ce ne sont pas eux qui l'utilisent depuis des années. Si la réponse du maire n'est pas appropriée, il vous appartient, monsieur le ministre, au nom du respect des libertés individuelles, de faire en sorte que l'État protège les citoyens. Et cette protection doit s'exercer le plus tôt possible. Il ne suffit pas de masquer cette affaire et je vous demande d'ouvrir une information judiciaire pour que l'on détermine le nombre des victimes de ces procédures. Merci. Madame Valérie Pécresse, ministre du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l'État. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Philippe Dominati, je vous prie d'excuser l'absence de Michel Mercier qui est actuellement en déplacement à Cayenne. Monsieur le sénateur, jeudi dernier, la CNIL a rendu publique une mise en demeure qu'elle a adressée à l'Office public de l'habitat de Paris. Cette mise en demeure constitue la première phase d'une procédure pouvant mener
en cas de méconnaissance persistante des dispositions de la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, au prononcé d'une sanction administrative par la formation restreinte de la Commission. Le gouvernement ne saurait bien entendu prendre position dans une procédure qui est diligentée par une autorité administrative indépendante sur la base d'un dossier auquel il n'a pas accès. Des éléments rendus publics par la CNIL, il ressort néanmoins que l'Office public de l'habitat de Paris aurait pu, en violation des dispositions de la loi informatique et liberté et sans en demander l'autorisation à la CNIL, collecter des données sur la vie privée des personnes qui ne sont pas nécessaires à la gestion locative, notamment des données médicales et des jugements de valeur sur les locataires. La Commission a donc donné 2 mois à l'Office parisien pour mettre son fichier en conformité avec la loi. Indépendamment de la procédure diligentée par la CNIL, je rappelle à la Haute Assemblée que le Code pénal punit le fait de mettre ou de conserver en mémoire informatisée des données à caractère personnel qui sont relatives à la santé d'une personne sans son consentement et en dehors des cas prévus par la loi. Merci. Monsieur François Marc pour le groupe socialiste et apparenté. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre et concerne les annonces très inquiétantes de l'État en matière de dotation financière aux collectivités. Des annonces ministérielles récentes ont fait état d'une réduction programmée de 6 milliards, voire de 10 milliards d'euros. Demain se tiendra d'ailleurs à l'Élysée la conférence des déficits publics et le chef de l'État vient par avance de réitérer ces mises en cause des collectivités et de leurs élus en imaginant de soumettre leur dotation à une modulation au mérite. Qui serait ce juge impartial de la bonne ou de la mauvaise gestion des communes, des départements ou des régions? Mystère total. Choqué, le président du CFL, Gilles Carrez, en vient d'ailleurs à réclamer qu'on arrête, je cite, de jouer au père fouettard avec les collectivités. La décentralisation a été une excellente chose pour la qualité des services publics dans notre pays, mais on le sait, l'État s'est parfois trop facilement déchargé sur les collectivités. Des compétences transférées n'ont pas été correctement compensées, comme l'action sociale dans les départements. Non content de solliciter sans cesse les territoires pour des compétences de niveau national telles le TGV ou le très haut débit, le gouvernement a mis en œuvre une réforme fiscale qui prive aujourd'hui les collectivités de toute marge de manœuvre. La question qui se pose aujourd'hui est donc très simple. Depuis 30 ans, les élus locaux se sont dépensés sans compter pour donner corps à la décentralisation et offrir un service public de grande qualité, et ceci dans le cadre d'une gestion extraordinairement vertueuse. Or, si les collectivités se voient demain retirer plusieurs milliards de leurs moyens financiers, vous devez nous dire, Monsieur le Premier ministre, dans quel domaine vous demandez à réduire ces services publics locaux? S'agit-il de la sécurité? On sait que pour pallier la suppression par l'État de 10 000 postes de policiers, les communes ont de leur côté créé 10 000 postes de policiers municipaux. Faudra-t-il réduire cet effort? S'agit-il de l'enfance? On sait aujourd'hui la baisse considérable du nombre d'enseignants, on sait que la scolarisation des 2 à 3 ans s'étiole et on sait que les communes ont dû, dès lors, mettre en place des crèches, des jardins d'éveil, de multiples actions pour les familles. Allez-vous contraindre les communes à réduire leurs efforts pour la petite enfance et la jeunesse? Ou s'agit-il enfin de réduire les aides aux personnes âgées handicapées assurées dans les départements? Voulez-vous couper les aides pour l'APA, pour l'insertion, pour la dépendance? Vous devez nous dire, Monsieur le Premier ministre, au-delà de ces annonces de réduction considérable de moyens, sur quel service public de proximité vous allez demander à faire porter l'effort? Est-ce la sécurité? Est-ce la petite enfance et la jeunesse? Est-ce les personnes âgées et les handicapés? Vous devez répondre. Et Monsieur Philippe Richer, ministre chargé des collectivités territoriales. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur François Marc, vous interrogez le gouvernement sur le contexte du sommet local. Et en réalité, ce sommet local répond tout simplement à l'engagement du Président de la République qu'il avait pris le 11 janvier dernier à l'occasion des vœux aux parlementaires,
où il indiquait qu'il avait l'intention de réunir les présidents des associations d'élus et des deux assemblées pour examiner ensemble les voies et les moyens permettant de mieux associer les collectivités locales à l'indispensable effort de réduction du déficit public. En effet, il n'est pas possible d'exclure les collectivités territoriales du champ de maîtrise des dépenses publiques. Je vais le redire ici, je l'ai déjà fait, j'indique à nouveau les chiffres. Si vous prenez tout simplement le budget de l'État, si vous enlevez la part qui est reversée aux collectivités, c'est 280 milliards d'euros. Si vous prenez le total des dépenses des collectivités, c'est 220 à 230 milliards d'euros. Au total donc 500 milliards d'euros de dépenses des collectivités, État plus collectivités locales. Eh bien, il n'est pas possible d'imaginer que demain, nous puissions clairement aller et progresser dans la maîtrise de la dépense publique si nous n'associons pas à la fois l'État et en même temps les collectivités. C'est d'ailleurs ce que dit exactement la Cour des comptes, qui a insisté dans ce rapport public sur la nécessité de ralentir la dépense locale et de geler ou de réduire les dotations de l'État au-delà de 2012. Je ne fais que citer ce que dit la Cour des comptes. Le diagnostic, au-delà des dépenses, concerne, et vous le savez bien aussi, la question des personnels. Entre 1998 et 2009, les effectifs de l'État, hors transfert de compétences et transfert de personnel, diminuaient de 59 000 agents. En même temps, hors transfert, les collectivités locales recrutaient plus de 400 000 salariés. Voilà la réalité. Ces chiffres correspondent à la réalité et ne souffrent d'aucune contestation. Mais permettez-moi de dire, mesdames et messieurs les sénateurs, au-delà de ce débat, l'heure n'est pas à la mise en cause ou à la confrontation stérile. La maîtrise des dépenses publiques doit être un objectif partagé par tous et chaque contribution peut être la bienvenue. C'est dans cet esprit que le gouvernement, autour du président de la République, aborde la conférence sur les finances locales. Les voies de parvenir à une meilleure maîtrise de la dépense locale restent ouvertes et feront l'objet d'un véritable dialogue. Voilà l'esprit dans lequel la rencontre de demain est prévue. Merci. Monsieur Louis Pinton pour le groupe Union pour un mouvement populaire. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, ma question s'adresse à Monsieur le ministre chargé des Transports et porte sur la redéfinition des priorités entre les liaisons ferroviaires à grande vitesse au sein du schéma national des infrastructures de transport. Les choix stratégiques pour la desserte combinée des 4 régions, Auvergne, Bourgogne, Centre et Limousin, par la grande vitesse ferroviaire, doivent satisfaire à 3 critères. Le doublement urgent de la ligne LGV Paris-Lyon, un aménagement équilibré du territoire, une rentabilité confirmée de l'exploitation. Une seule et unique solution technique satisfait à l'ensemble de ces critères. C'est le tracé ouest de la ligne LGV Paris-Clermont-Lyon, raccordé à la ligne classique Paris-Toulouse via Châteauroux. Il a recueilli l'avis unanime des collectivités concernées. Je vous réitère la demande constante des élus, assortie d'une requête qui n'est que son prolongement logique, l'inscription en priorité au sein du SNIT de ce projet qui donne satisfaction à tous et particulièrement à Limoges. Dans son cahier d'acteurs, la SNCF s'est ralliée à ce type de position en préconisant, je cite, un raccordement de POCL à l'axe classique Paris-Châteauroux-Limoges entre Bourges et Issoudun et la création de raccordements vers Châteauroux pour prolonger les dessertes TGV POCL jusqu'à Limoges et Brive. Fermez les guillemets. RFF a publiquement admis la nécessité d'étendre le périmètre du projet Paris-Lyon afin d'intégrer le niveau de service sur Paris-Limoges et suggérer l'éventualité d'une révision de l'ordre des priorités au sein du SNIT. Enfin, la très représentative Fédération nationale des usagers d'infrastructures de transport vient de ranger le POCL dans ses 5 grands projets prioritaires et, à l'inverse, a placé le barreau Limoges-Poitiers en tête de ceux qu'elle estime devoir être différés, soulignant en particulier, je cite,
que sa réalisation assécherait la ligne classique POLT. Fermez les guillemets. Monsieur le ministre, quelles mesures comptez-vous prendre pour donner satisfaction aux collectivités territoriales
ministre.